juste peut-être que la justice malienne n'est pas, disons, très opérationnelle. Oui, merci à vous tous d'avoir mis la table un peu pour mon intervention. Deux contextes d'abord. En fait, mon argument est très simple, c'est de dire que la guerre au terrorisme ou la lutte contre le terrorisme, qui implique non seulement des forces militaires maintenant, mais de plus en plus de programmes dits de CVI, PVI, là, le CVE, contre l'extrémisme violent, merci, la prévention contre l'extrémisme violent qui s'infiltre partout dans les programmes maintenant de développement et tout. Que tout ça, en fait, pour moi, mine à bien des égards les efforts de résolution des conflits et rend presque impossible, dans le contexte de Barkhane, les opérations militaires, rend presque impossible la mission de l'ONU. Donc d'abord, deux petits contextes à souligner. La situation au Mali, on a fait le tour, mais peut-être souligner quelques trucs quand même. Situation du point de vue sécuritaire qui s'aggrave graduellement et de manière continue depuis l'été 2014, donc c'est pas récent. Je pense qu'on voit graduellement la montée des violences, la dispersion géographique aussi vers le sud, comme il a été montré depuis au moins 2014, donc c'est pas nouveau. On peut dire que c'est un échec aussi en quelque sorte de bien des choses. Présentement aussi un contexte d'élection présidentielle. On pourra en parler pendant la période de questions. Mon ami John, notre ami John aurait pu en parler longtemps. Une question que Adam aussi aurait pu parler un peu plus, c'est tout ce qui est l'économie politique du conflit. C'est pas juste des enjeux comme on a vu, mais il y a beaucoup de trafic aussi sahélien, c'est l'aspect un peu régional. Et l'autre aspect qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est tout ce qui est gouvernance étatique. Et bon, vous avez mentionné une absence essentiellement de l'État dans certains endroits, faiblesse de la justice et tout ça. Donc, c'est un contexte à ne pas oublier. L'autre contexte que je veux souligner, c'est le contexte international de tout ça, évidemment. Je vais vous parler de la situation particulière du Mali. Moi, je la comprends, je l'analyse du point de vue de ce que j'appelle la politique internationale des conflits africains. Mais un contexte plus large encore, c'est ce que, en fait, j'ai parlé beaucoup et discuté avec des collègues la semaine dernière, c'est ce qui est carrément une crise du maintien de la paix aux Nations Unies. Qu'est-ce que je veux dire par la crise? C'est une crise d'identité en quelque sorte. C'est presque certains disaient la semaine dernière une crise existentielle dans le sens où qu'est-ce que le maintien de la paix? Qu'est-ce que devrait être le maintien de la paix? Le maintien de la paix pour qui? Pourquoi? Etc. Notamment dans le contexte de tout ce qui est pression pour que l'ONU et les troupes de la MINUSMA notamment fassent du contre-terrorisme. Donc la pression de changer le maintien de la paix, de soi-disant l'adapter aux nouvelles menaces afin qu'on fasse des actions dites parfois plus robustes ou carrément contre-terroristes. Et le Mali, pour moi, révèle cette crise-là. C'est pour Mali que ça commence, mais je pense que le Mali va révéler et même exacerber cette crise-là qui avait déjà commencé avant, mais certainement la met au grand jour avec Barkhane, qu'il faut le souligner, est légitimée et autorisée par le mandat de la MINUSMA. Donc les forces françaises et leur action sont légales de ce point de vue-là, mais qu'on pourrait discuter certainement la question légale de tout ça. Donc, pour moi, je prends ces contextes-là et ce contexte international-là et mon analyse de la MINUSMA, que vous pouvez lire dans mon rapport, et je pose la question, quels sont les effets justement sur les possibilités de la paix ou les possibilités du processus de paix au Mali d'avoir essentiellement deux missions internationales. C'est-à-dire, d'un côté, la MINUSMA, la mission de l'ONU, une mission de maintien de la paix avec un mandat de stabilisation, un mandat quand même, si vous lisez sur le papier, assez robuste qui demande de faire de la stabilisation, qui demande de restaurer l'État malien sur tout le territoire, qui maintenant même, depuis décembre dernier, donnera un appui à la force conjointe G5 Sahel, en autant que cette force-là opère sur le territoire malien. Donc, un mandat assez robuste sur papier. Sur le terrain, c'est autre chose. Je dirais que l'argument que je fais, c'est que l'aspect robuste de la mission est en fait fait par la force Barkhane, la force française. Mais donc, c'est une division du travail entre ce qui est conçu comme
deux forces distinctes sur deux champs distincts, sur deux types d'acteurs distincts. Donc, c'est une division qui est justifiée d'un point de vue légal et normatif. Donc, d'un point de vue, donc, si on reste un peu dans l'abstrait, ça se justifie. On le voit dans le mandat, comme je disais. C'est basé sur la doctrine, si vous voulez, deux doctrines différentes ou deux cadres éthiques différents, c'est-à-dire le cadre de la pratique du maintien de la paix qui stipule qu'essentiellement, qu'est-ce qui distingue le maintien de la paix des autres opérations militaires? C'est le fait que le maintien de la paix a un cadre normatif et éthique différent, c'est-à-dire que le maintien de la paix, par définition, ne définit pas d'ennemi. Okay? Ce n'est pas, souvent on va entendre le cliché, le maintien de la paix ne tire pas du fusil, c'est pas vrai, c'est pas ça. La distinction, c'est que les forces de l'ONU de maintien de la paix, si elles tirent du fusil, elles ne le font pas contre un ennemi, elles le font dans un cadre dit impartial, d'impartialité, où elles se portent juge selon un cadre juridique qui est plus ou moins précis, qui est défini par, normalement, un processus de paix, et deux, son mandat. Okay? Et donc, c'est un peu, moi, l'exemple que je donne, un juge dans une cour de justice qui juge une situation selon son mandat et le processus de paix, et ensuite applique la force, si nécessaire, dans un contexte particulier. En pratique, ça peut devenir très compliqué, la question de la protection des civils complique ça aussi, bon, bref, mais sur papier, c'est ça qui distingue les autres opérations militaires. Donc, le contre-terrorisme au Mali, c'est d'identifier un ennemi, c'est-à-dire les terroristes sont les gens à abattre, à poursuivre, à capturer, à détruire, à exterminer. OK? Donc ça, c'est la distinction, c'est la façon qu'on justifie la division du travail entre les forces de l'ONU et les forces françaises qui maintenant vont se mélanger aussi, comme on voit avec le déploiement du G5 Sahel. Donc une division du travail qui, par contre, comme vous le soupçonnez déjà sûrement, ne fonctionne pas vraiment. Cette division du travail-là, vous me permettrez d'être un petit peu abstrait, mais je vais essayer de garder ça quand même aussi concret possible, doit se faire sur deux plans. D'abord sur un plan des acteurs, la fameuse question de agency, que je ne suis jamais capable vraiment de traduire. Donc, la question de l'identification des acteurs, comme il a déjà été mentionné à quelques reprises, et sur le plan aussi spatial, de l'espace d'intervention. Donc, commençons par la question des acteurs. Qui est l'ennemi au Mali? Qui sont, autrement dit, les terroristes? Qui définit les terroristes? La question, c'est importante parce qu'essentiellement, elle va distinguer les acteurs politiques dits légitimes d'un côté et les autres qui sont dits illégitimes. Les terroristes sont par définition illégitimes. On ne peut pas, pour répondre peut-être à ta question, puis on en a déjà parlé, sur est-ce qu'on doit leur parler, mais par définition, comme tu disais, c'est non, parce qu'ils sont définis comme illégitimes de par leur catégorisation en tant que terroristes. Et ça permet évidemment de dire, ces acteurs-là, c'est qui s'en occupe? C'est la France et ses alliés, le G5 Sahel maintenant, notamment. C'est un langage, évidemment, de guerre, et comme on connaît, et les chefs d'État connaissent bien et comprennent bien aussi, un langage de guerre, c'est une façon, c'est une stratégie de légitimer l'utilisation de la violence. Donc, de dire qu'on est en guerre contre des terroristes, c'est de justifier nos actions violentes contre ces gens-là. Donc, c'est de dire que nous, on s'occupe de ça et l'ONU s'occupe des acteurs politiques dits légitimes, dans ce cadre-ci, défini par les groupes armés signataires, donc la coordination, la plateforme et l'État malien. Mais évidemment, comme il a déjà été mentionné, Aurélie notamment, sur le terrain, c'est à peu près impossible ou c'est certainement très difficile de faire cette distinction-là, n'est-ce pas? Donc, la guerre contre le terrorisme prétend, et si vous parlez à certains, notamment généraux français, ils disent que c'est très facile de les distinguer, en fait, malgré tout, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a une liste de groupes terroristes à l'ONU, la blacklist là, des terroristes, des groupes terroristes, les individus en soi, il y en a certains qu'on peut identifier comme terroristes avec Gali et tout ça. Bon, bref, ça peut se faire en théorie, mais dans les faits, on sait très bien que les gens changent de chemise régulièrement, sont impliqués dans des trafics, sont impliqués, bon, l'exemple qu'on donne souvent, c'est le général Gamou, évidemment, qui change souvent de
entre général de l'armée malienne, entre un chef d'un groupe signataire et entre plus ou moins trafiquants. On se demande jusqu'à quel point il a des contacts ou non aussi avec les groupes terroristes, peut-être pas. Mais un autre exemple, c'est la HCUA, qui est membre de la CMA, donc qui est vue comme étant très proche d'Ansardine. Donc, évidemment, les contacts sont très difficiles, malgré ce qu'on en dit, surtout du point de vue français. L'autre question difficile, c'est la question spatiale, géographique de l'espace. Pour moi, ici, la question géographique est importante parce qu'elle joue un rôle important dans l'identification, justement, de l'ennemi et donc de comment définir la légitimité de l'État et aussi la légitimité de l'action internationale. Ici, ce qui est intéressant, il y a 2 référents spatiaux au Mali. Le Mali et le Sahel. Et on va définir donc l'action légale, politique légitime, comme définie par les frontières du Mali et dont la responsabilité est celle de l'État malien et de l'ONU. De l'autre côté, on définit le Sahel, qui, comme vous le savez probablement, est un espace indéfini, en fait, indéterminé. Tout le monde a sa définition du Sahel. Ça peut aller de Dakar en Somalie. Ça peut être restreint aux 5 pays du G5 Sahel, donc Mali, Niger, Burkina, Mauritanie et Tchad. Ça varie beaucoup. Chacun a sa stratégie de Sahel et chaque organisation qui a une stratégie du Sahel définit le Sahel d'une manière différente. Mais ce référent spatial Sahel-là, qui est ambivalent, permet une action contre le terrorisme. On parle des terroristes comme des acteurs qui se baladent dans un espace non gouverné, etc., où les frontières sont poreuses, etc., etc. Donc, ça justifie une pratique, évidemment, de contre-terrorisme. Donc, mais évidemment, comme l'identification des ennemis, ce sont des espaces qui s'imbriquent l'un dans l'autre. On ne peut pas les distinguer ici. Ce qui fait en sorte que la division du travail entre l'ONU et la force Barkhane, ou les forces contre-terroristes, vont performer, si vous voulez, pour utiliser un terme de théorie de certaines relations internationales, performer ces espaces-là, les créer, afin de justifier également certaines pratiques militaires, etc. Tout ça pour dire, pour en arriver, si vous voulez, à ma question, quels sont les effets sur le processus de paix, sur les efforts de résolution des conflits au Mali, c'est de dire que, essentiellement, ce qu'on a présentement d'un point de vue international au Mali, c'est une perception non seulement que le problème, comme Aurélie disait, est le terrorisme, mais c'est en fait de dire que la guerre contre le terrorisme est une condition nécessaire à tout processus de paix légitime. Que la guerre, autrement dit, au terrorisme, qui est une guerre sans fin, les Français parlent de tondre la pelouse, donc ça revient toujours. Donc, autrement dit, l'intervention doit être permanente, la guerre contre le terrorisme doit être permanente. Okay? Donc, la guerre permanente est nécessaire pour créer un espace politique sécurisé par une intervention dite contre-terroriste, ou à l'intérieur duquel, cet espace-là, on peut avoir une forme de normalisation politique, une forme de politique, justement, menée par l'État et les acteurs légitimes maliens et l'ONU, etc. Donc, c'est une façon de légitimer, selon moi, une posture de guerre perpétuelle, sans fin, au nom d'une paix toujours à venir dans le futur. Vous voyez? Donc, toujours la guerre pour la paix de demain. Bon, c'est un peu, je renverse un peu la paix perpétuelle de Kant, là. C'est plutôt la guerre perpétuelle de Kant. Donc, on met dans le futur et on porte toujours à demain, si vous voulez, la paix. Donc, dans ce contexte-là, tout effort, en fait, de résolution des conflits laisse l'espace, en fait, à ce qui est de la gestion de conflits. Qui est aussi, on peut le voir très concrètement, très explicitement dans la stratégie européenne pour le Mali et le Sahel, quand il y a une d'endiguement, donc c'est ce qu'on dit en français, de containment, endiguement, donc du Sahel,
où on a une force militaire, où on a des programmes de développement, où on a des programmes anti-immigration, etc., pour contenir les effets du conflit, les effets de la violence dans la région, afin que ça ne déborde pas ailleurs, notamment que ça ne vienne pas en Europe. Et donc, dans cette situation-là, il y a très peu de motivation pour encourager la résolution des conflits. Donc, d'un point de vue international, autrement dit, il y a très peu de motivation, il y a très peu d'efforts pour résoudre, on gère. Ça mine le travail de résolution de conflits de l'ONU. Et du point de vue malien, ce qu'on constate, c'est aussi une instrumentalisation de tout ça, de recours au même discours de guerre, il faut toujours contrer les terroristes. On peut parler, par exemple, de la région de Ménaka pour le moment, c'est un endroit où on voit beaucoup ça, où le MSA et le GATIA notamment se portent maintenant garant de la sécurité et collaborent avec les Français pour mener une guerre contre les terroristes de la région. Donc, ils se portent comme acteurs contre le terrorisme. Évidemment, ça vient qu'il y a une coopération et tous les avantages que ça a de travailler avec les Français. Et ça leur permet, évidemment, disons, bien se placer dans leur disons, interaction et leur compétition avec dans les trafics, dans le contrôle des régions contre la CMA, etc., etc., etc. Et on a aussi à Bamako, en fait, c'est devenu une industrie, le contre-terrorisme au Mali et au Sahel. Tout le monde en fait, tout le monde veut en faire, etc. Bon, bref. Je vais m'arrêter là-dessus. Je n'ai pas de bons mots optimistes pour vous. J'en suis désolé. Je suis plutôt pessimiste face à la situation actuelle. Donc, vous me pardonnerez de terminer sur cette note. Les Maliens même les Maliens le sont.